Il est 9 heures, c'est l'invité de la matinale. Adrien Caténas, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de la France Insoumise du Nord. Une journée de mobilisation a lieu aujourd'hui à l'appel de la CGT. En même temps, la grève des cheminots se poursuit. Est-ce que vous croyez qu'il y a là une convergence des luttes? Je pense qu'elle est en train de se préparer, en tout cas, et d'avancer. Pas simplement parce qu'on agrégerait des contestations éparses, mais parce qu'entre toutes les mobilisations qu'il y a un socle commun qui est en cause, c'est la politique d'Emmanuel Macron. Sur les services publics, c'est notamment les politiques budgétaires d'austérité qu'il a réaffirmées dans le budget, et puis les attaques frontales, comme par exemple sur la SNCF, qui ne sont par ailleurs que la traduction des directives européennes, il faut bien le dire. Et puis après, il y a également le secteur privé qui pâtit de sa politique avec les ordonnances et leurs conséquences. Donc par exemple, je pense à Carrefour. Donc il y a une multiplication de mobilisations, mais que vous passez du secteur privé au public, quelques secteurs confondus, eh bien vous avez ce socle commun. Et les gens sont en train de voir que ce qui est en cause, ce ne sont pas des revendications de quelques-uns pour eux-mêmes ou des réflexes corporatistes. Il y a bien un sens profond à la politique d'Emmanuel Macron, et donc la mobilisation a aussi ce socle commun, et c'est la raison pour laquelle cette convergence peut se faire. De votre avis, on va écouter Laurent Berger, qui est le secrétaire général de la CFDT. Moi, je ne crois pas à la convergence des luttes, je l'ai déjà expliqué. Nous, ce que nous cherchons, c'est d'atteindre nos buts. Et donc, si on veut aboutir, comme sur les EHPAD, il faut agir secteur par secteur et pas faire la convergence des luttes qui, en termes de revendications concrètes pour les travailleurs, la capacité de les faire aboutir, ne fonctionne pas. Et donc, c'est plus une démarche politique qui n'est pas la nôtre qu'une démarche syndicale. Est-ce que la convergence des luttes est possible sans mouvement unitaire syndical? Mais précisément, je ne suis pas d'accord avec M. Berger sur ce point. Moi, je pense au contraire que compte tenu du fait qu'Emmanuel Macron souhaite un rapport de force, enfin, pour replacer les choses dans le bon ordre, j'ai envie de dire, qui sème le désordre et la pagaille dans ce pays? C'est bien Emmanuel Macron et sa politique. C'est lui qui a souhaité un rapport de force sur tous les sujets que vous avez évoqués ce matin dans votre journal. Donc, si vous voulez, le rapport de force, il est induit par le fait qu'Emmanuel Macron applique cette méthode du rouleau compresseur. Donc, comme il ne connaît que le rapport de force, et qu'on le voit bien d'ailleurs face, y compris aux arguments, si vous avez vu la confrontation qu'il a eue hier avec les cheminots dans la rue, on voit bien qu'il est face à des gens qui ont des arguments à lui opposer. Mais c'est une minorité finalement dans la population. Quand on regarde les sondages d'opinion, ils valident la politique d'Emmanuel Macron. Quand on regarde le mouvement à la SNCF, on voit qu'il s'essouffle aussi. Vous regarderez que, moins 16 points dans les grévistes. Y compris sur la SNCF, vous voyez que quand même, compte tenu du bashing incessant dans les médias contre la SNCF, en l'occurrence, je pense que les sondages ne sont pas si mauvais. Et par ailleurs, quand bien même il y aura encore un pourcentage significatif de Français qui soutiennent la réforme, eh bien, il faut qu'on continue à leur expliquer ce qui est en cause. Parce que si vous voulez, pour beaucoup, si on s'arrête sur le cas SNCF, ils ont cru que l'objectif du gouvernement était d'améliorer les services. Et donc finalement, qui pourrait être contre? En réalité, ce n'est pas ça qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est simplement la traduction des directives européennes qui doivent amener à l'ouverture à la concurrence. Et donc c'est à marche forcée qu'on fait ces réformes. Mais cette ouverture à la concurrence, elle a du bon. Quand on regarde l'Allemagne, quand on regarde l'Italie, les prix ont baissé presque 30%. C'est bien là le problème. Vous prenez un exemple, j'en prends un autre, permettez-le. Par exemple, le Royaume-Uni. Ça n'a rien à voir. Il y a une privatisation au Royaume-Uni. Nous, c'est une ouverture à la concurrence. C'est différent, non? Mais vous êtes une observatrice aguerrie. Vous vous souvenez peut-être de GDF. GDF, vous vous souvenez qu'au début, on nous disait mais il n'y aura pas de privatisation. Vous connaissez comme moi le résultat. Il y a un processus donc méthodique. Emmanuel Macron engage la privatisation. Mais en tout cas, il ouvre la voie, il fait un appel d'air pour que ce soit possible. D'abord, ce qui est mis en cause, la dette et le statut. Ce ne sont là finalement que des arguments fallacieux pour justifier l'ouverture à la concurrence. Et puis une fois que la concurrence sera sur le marché, eh bien vous aurez des acteurs privés qui ne se soucieront que de rentabilité, et demain vous allez avoir effectivement une SNCF qui sera mise en concurrence sur à peu près tout, et des lignes, peut-être des petites lignes notamment, qui parce qu'elles ne seront pas rentables, seront mises en difficulté. Donc vous dites il fallait rien faire, on laisse comme ça, il ne fallait rien faire, non justement, ça aussi c'est une caricature. Nous avons des propositions à faire. Regardez, le projet de loi du gouvernement sur la SNCF, c'est 86 fois le mot concurrence qui vous est asséné comme un perroquet, 0 fois le mot écologie alors qu'on parle du rail. On a des précédents, la libéralisation du fret, souvenez-vous-en, fait qu'aujourd'hui de plus en plus de marchandises circulent sur les routes, ce qui est une absurdité en matière écologique. Nous serions plutôt occupés à avoir un grand pôle public du rail qui nous permette de faire par exemple la planification écologique. Le groupe a annoncé la filialisation du fret. Par exemple, mais regardez là, vous avez vu que l'énergie se mettait en mouvement aussi. L'énergie, quand on a créé le marché, quand on a ouvert à la concurrence, on voit bien qu'on a affaire à de la pure idéologie. Quel que soit le secteur, on ouvre à la concurrence comme si ça allait répondre à nos mots. Dans le cas de l'énergie, souvenez-vous, quand on a ouvert à la concurrence et que les acteurs privés sont arrivés sur le marché, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas les moyens de production de l'opérateur historique. Figurez-vous qu'on a donc obligé par la loi, ce qui est complètement absurde, l'opérateur historique
à revendre une part de sa production à ses propres concurrents pour qu'avec sa production, ils aillent lui faire concurrence. On voit bien que c'est une vision étriquée et purement idéologique qui nous vient tout droit de la Commission européenne. Et avec la SNCF, il faut bien le dire, malheureusement, pour tous les usagers qui nous écoutent et qui pensent que la réforme va améliorer la qualité le service, ce n'est pas le cas. On verra bien que ce sera plus de pagaille. C'est une vision purement idéologique. En Allemagne, c'est le cas. On va écouter Bruno Le Maire. Mais en Allemagne, regardez le prix du billet, par exemple. Il est moins cher chez nous, le prix du billet. Et en Allemagne, par ailleurs, vous l'avez vu, l'État a repris l'ensemble de la dette. Donc, alors justement, on écoute Bruno Le Maire sur la question de la dette. Pourquoi est-ce que je ne peux pas dire aux contribuables nous allons reprendre la dette aujourd'hui? Pour une raison qui est simple, c'est que la SNCF continue à perdre 3 milliards d'euros chaque année. La condition essentielle, c'est que la transformation de la SNCF soit accomplie, qu'elle retrouve une exploitation qui soit positive, qu'elle soit plus compétitive, qu'elle dégage des marges de manœuvre financières et que les Français qui auront à payer pour cette dette de la SNCF. Soyons clairs, parce que ça pèsera sur la dette française, sur la charge des intérêts, et donc sur ce que le contribuable paye lui-même. Eh bien, je veux garantir aux contribuables français, c'est une fois pour toutes. Il n'y aura plus de dette finalement à la SNCF. Qui est responsable de la dette à la SNCF? Mais l'État va la reprendre. Oui, mais c'est l'État qui a, de par ses choix politiques, qui a largement creusé cette dette. Et puis par ailleurs, on ne met jamais en cause les vrais responsables. Madame Borne avait notamment des responsabilités imminentes au sein de la SNCF. Mais ce que ne dit pas Bruno Le Maire, et puisqu'il se garde de le faire, on va le faire, certains choix creusent encore la dette aujourd'hui. Je prends un exemple, la ligne Bordeaux-Tours, qui a coûté plus de 7 milliards d'euros d'investissement. Vous avez un acteur privé, filiale de Vinci, l'ISEA, qui a accepté de mettre à peu près 2 milliards. Le reste, c'est la puissance publique, c'est le contribuable, d'accord? C'est plus de 5 milliards. Et cette ligne, figurez-vous que pendant les 44 prochaines années, c'est l'opérateur privé, lui seul, qui va bénéficier des péages. Total, cette ligne est en déficit structurel, ça en coûte 250 millions à la SNCF par an. Donc on voit bien y compris que la dette est creusée sciemment. Hier, en commission finance, il y a eu un moment absolument incroyable, on me l'a raconté, où en fait... à la fois les dirigeants de la SNCF et certains hauts fonctionnaires étaient très en peine pour faire la démonstration de cette dette, n'étaient pas d'accord sur les chiffres, ça a été un véritable fiasco, alors que le vote a eu lieu la veille et que c'est quand même la question de la dette qui est un argument d'autorité qui ne figure pas dans le projet de loi. Pour qu'on fasse ce projet de loi. Je voudrais qu'on parle des facultés. En cause. Vous avez mobilisé dans les facultés la France Insoumise. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être dépassé par votre propre mobilisation ? Quand on voit les casseurs, notamment à Tolbiac, il paraît qu'il y a 1 million de dégâts à l'intérieur de la faculté. Qu'est-ce que vous dites? Mais nous n'avons pas mobilisé dans les facs, nous, en tant que mouvement politique. Éric Coquerel nous a dit sur ce plateau qu'il allait même dans les facultés pour mobiliser les ce que nous faisons, c'est que nous sommes au service d'un mouvement. C'est-à-dire qu'en réalité, dès lors que les revendications nous paraissent justes et les diagnostics posés justes également, eh bien nous y allons et nous sommes au renfort de ces mobilisations. Alors, vous parlez des quelques dégradations. Moi, j'aimerais qu'on passe autant de temps à parler de ces assemblées générales. Moi, j'en ai vu de mes propres yeux, disciplinées, massives, où les gens délibèrent, où vous avez là une jeunesse qui est éduquée et qui, effectivement, se soucie de son avenir et a des propositions à formuler. C'est ce qui se passe là aujourd'hui à l'intérieur de Tolbiac? Mais je ne sais pas précisément de quel cas vous parlez, mais en tout cas, il y a des AG, même y compris à Tolbiac, où vous avez de la délibération collective dans le calme. Et pour le coup, pour ce qui est de la France Insoumise, nos interlocuteurs à nous, dans les facultés, sont souvent ceux, justement, qui vérifient à ce que les mobilisations se passent dans le bon ordre. Enfin, c'est la démocratie. Ce n'est pas nous les violents. Nous avons des solutions à proposer face au désordre que sème Emmanuel Macron. Et on voit bien que, finalement, à chaque fois qu'Emmanuel Macron est à court d'arguments, parce que, y compris si on regarde sa petite séquence de communication, les 2 interviews, vous remarquerez quand même que sur le fond de sa politique, quand il s'agit de faire de la démonstration, il est très en peine. Il nous dit parce que le monde change, parce que ça bouge, très bien. Ou alors sur la redistribution du capital, notamment avec l'ISF, il nous dit oui, je crois que c'est en faisant cela que l'investissement va repartir. Excusez-moi, mais je ne pense pas que la politique puisse reposer sur de la croyance. Sur les facultés, on va écouter Frédérique Vidal, qui est la ministre en charge de ce dossier. Dire qu'il y a effectivement une tentative de récupération politique, c'est juste observer la réalité quand on a des députés, la France Insoumise, qui vont dans des AG d'étudiants et qui prennent la parole. Récupération politique, voilà de quoi vous accuse Frédérique Vidal. Mais quand les députés de La République En Marche vont dans n'importe quel congrès de DRH ou que sais-je, on ne dit pas qu'ils font de la récupération politique, que chacun se mêle de ses affaires dans cette histoire. En réalité, pendant qu'on parle des dégradations, pendant qu'on parle de la prétendue récupération politique alors qu'il n'en est rien, on oublie encore de parler de fond. Vous voyez, là on parle des facs, on n'a pas parlé de la réforme. Contre quoi se battent ces étudiants? Ils se battent contre l'idée que... parce qu'on a sous-investi largement dans les universités depuis des années, alors que nous savions qu'il y avait le fameux baby-boom des années 2000 et que la proportion d'étudiants qui s'inscrivent en fac est à peu près la même, 45%, eh bien le gouvernement passe d'un système absurde, le tirage au sort, à un autre système absurde, voilà, la sélection. Cette réforme a quand même pour but de mettre fin au tirage au sort. Mais
ce qu'il aurait fallu faire, c'est investir dans les universités. Vous voyez, en fait, s'il fallait traduire cette réforme, que fait le gouvernement? Il essaye d'adapter le nombre d'étudiants au nombre de places disponibles dans les universités, alors que c'est tout l'inverse qu'il faudrait faire. On en aurait les moyens. Il y a 60% Le service de public... taux d'échec en première année. Alors, il y a 60% de taux d'échec, c'est le nombre de personnes qui ne passent pas directement de la L1 à la L2, mais retenez ce chiffre, 80% de celles et ceux qui se sont assis sur les bancs de la fac en première année, quel que soit leur parcours, réorientation inclus après, finissent diplômés dans tous les cas. Le rôle du service public de l'éducation, ce n'est pas de faire le tri entre nos jeunes, c'est de permettre au maximum de jeunes d'acquérir un niveau de qualification, un niveau de connaissance le plus élevé. Face aux défis que nous aurons à relever, et notamment le changement climatique, nous devons nous honorer que de plus en plus de jeunes puissent accéder aux études. On parle de Notre-Dame-des-Landes, il y a des zadistes encore sur place qui refusent de régulariser leur situation. Ils ont jusqu'à lundi pour le faire. Est-ce que ceux-là, ces récalcitrants, comme on les appelle, doivent quitter, vous les appelez à quitter le site de Notre-Dame-des-Landes? Mais on a fait les choses dans le désordre. Nous, à la France Insoumise, nous avions félicité le gouvernement quand il avait fait ce choix juste de renoncer au projet qui était à la fois une gabegie environnementale et économique. Et je ne comprends pas pourquoi, alors qu'il y a 2-3 semaines, on n'entendait plus parler de Notre-Dame-des-Landes parce que sur place c'était calme, je ne comprends pas. C'était calme parce que les zadistes restent là. Mais est-ce qu'on peut laisser cette zone de non-droit? Regardez, depuis que nous avons envoyé 2500 gendarmes sur place, mais il y a des propriétaires qui sont Madame, le nombre a été multiplié par 3. La question qui est posée, c'est celle de la méthode. Si plutôt que d'envoyer la force pour faire une démonstration dont on comprend bien la cohérence pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, politiquement, regardez bien ça, il est en train de se redéployer, on le voit dans l'opinion, pour devenir le chef de la droite. Mais ces récalcitrants ne veulent pas régulariser leur situation, ils veulent occuper des terres qui ne leur appartiennent pas. Je suis à peu près persuadé, et je veux qu'on me démontre le contraire, que si plutôt que d'envoyer 2500 gendarmes pour faire face au petit nombre qu'il y avait, nous avions mis tout le monde autour de la table, comme a priori on essaye de le faire aujourd'hui, nous n'en serions pas là aujourd'hui. C'est ce qui se passe. Nicolas Hulot dit il y a une confusion entre écologie et anarchie. C'est bien ce qui se passe aujourd'hui quand même? Mais il y a sur place des gens qui ont des alternatives à proposer, des contre-projets. Et encore une fois, le déploiement de la force, eh bien, il va y avoir des discussions, mais le déploiement de la force ne sert à rien d'autre que de semer la pagaille. On a presque l'impression qu'Emmanuel Macron avait besoin de ces images pour faire une démonstration. Entendez-moi bien, on le voit y compris dans les enquêtes d'opinion, il est en train de siphonner complètement la droite, il en devient le chef sans le dire. Et donc il a besoin de faire cette démonstration de force, que ce soit à Notre-Dame-des-Landes, que ce soit dans les facs, parce que pendant qu'on parle de ces images, on ne parle plus du fond des sujets. Vous craignez quand même une escalade de la violence? Mais moi, je vous dis précisément, je voudrais que sur tous les sujets que nous avons évoqués ce matin, on en revienne à quelque chose de rationnel et dans le bon ordre. Et Emmanuel Macron nous en empêche. Donc maintenant, il faudrait peut-être écouter les différentes revendications et qu'il cesse d'être inflexible comme il l'est. Ça ne suffit pas, la communication. Quand il fait face aux cheminots comme hier, c'est cause toujours, on le voit bien. Et même des syndicalistes. Mais donc par il exemple, a le point, une fois de plus, il a le point, non? Je ne pense pas. Là, clairement, il est en train de le perdre et de s'affaiblir. Parce que, y compris ces interventions de cette semaine, ont plutôt donné envie à celles et ceux qui étaient mobilisés de continuer. Et puis il y a aussi beaucoup de Françaises et Français qui ne sont pas dans les organisations, qui ne sont pas dans ces méthodes d'action, qui soutiennent le mouvement et qui veulent le dire. Et je pense que les prochains jours, les prochaines semaines vont être très importantes. Il va y avoir de grandes initiatives, notamment vous avez les différentes mobilisations syndicales, vous l'avez dit, on a eu aujourd'hui. Le 5 mai, François Ruffin, il y a pour les 1 an de la présidence les mobilisations syndicales, nous y serons. Et puis le 5 mai, il y a cette marche qui devrait faire converger à la fois les citoyens, des acteurs du monde syndical et politique. Donc on voit bien qu'il y a maintenant si ce n'est pas le cas, vous acterez un échec? Mais dans tous les cas, si vous voulez, nous essayons de mettre notre pierre à l'édifice pour pouvoir assurer ce rapport de force victorieux et dire à Emmanuel Macron, maintenant 1 an ça suffit, il faut changer de politique, parce que c'est une impasse. Emmanuel Macron est en train de poursuivre plus durement les politiques de ses prédécesseurs. Voyez quand même que sur tous ces sujets, nous sommes en retard considérable, y compris sur les questions climatiques. Il y a un projet de loi asile et immigration, vous parlez climat. Justement, vous avez fait une proposition hier pour un statut de détresse climatique et humanitaire. Est-ce que cela ne va pas créer un appel d'air quand on sait le réchauffement climatique et le déplacement des populations à venir? Encore une fois, il faut toujours bien lier nos différentes propositions et il y a un angle mort complet dans la discussion sur le sujet asile et immigration. À la fois sur le projet de loi, mais de manière générale, quand on parle de ces sujets, on ne parle absolument pas du traitement des causes. Et nous, ce que nous disons, c'est que tant que nous ne traiterons pas les causes des migrations, nous allons de toute façon devoir faire face. Regardez aujourd'hui le nombre de personnes qui arrivent à nos portes et regardez les projections que font certains scientifiques. On a par exemple ce chiffre que d'ici à 2050, il ne restera que 10% des sols qui n'auront pas été impactés par l'activité humaine. On anticipe
des mouvements migratoires, tenez-vous bien, de l'ordre de 700 millions de personnes. D'accord? Donc les chiffres dont on parle aujourd'hui D'où l'appel d'air, sont d'où la sans commune question. mesure. Mais non, pas d'où l'appel d'air, d'où la nécessité urgentissime de s'employer, plutôt que de réfléchir à comment on expulse plus facilement les gens, comment on les écarte, de s'employer non seulement à traiter les causes et à faire face à notre devoir d'humanité. Mais là, on ne traite pas les causes en faisant un statut, en accueillant toutes les détresses Non, climatiques. mais c'est ce que je vous dis, cette proposition est à mettre en adéquation avec le reste. Je ne l'ai pas sur moi malheureusement, mais on a hier en conférence de presse montré un livret complet de la France Insoumise, plus de 50 pages, sur toutes nos propositions en matière d'asile et d'immigration. Et nous disons bien deux choses. D'abord, traiter les causes climatiques, les guerres dans lesquelles on aurait peut-être intérêt à avoir une parole vraiment indépendante, les accords commerciaux inégaux, le libre-échange qui pousse aussi des gens à sortir de chez eux. Et une fois qu'on a traité les causes, bien évidemment, nous devons faire face à ce devoir d'humanité. Il faut bien faire les deux. Or, ce projet... Laurent Wauquiez propose autre chose, remettre en cause le droit du sol. Comment vous réagissez face à une telle proposition? Mais c'est une absurdité totale. Par-delà ce que nous devons faire en tant qu'être humain, c'est une absurdité totale. Je voudrais que Laurent Wauquiez réfléchisse, lui aussi, aux causes des migrations. Les gens ne quittent pas leur chez eux, leur famille, leur paysage par plaisir. Ils y sont poussés. Et parfois même, notre politique économique peut avoir peut-être une source de ces déplacements. Il est urgent de traiter les causes des migrations, parce que ce qui nous attend est sans commune mesure avec ce que nous avons aujourd'hui, et nous sommes des êtres humains. Si on traite les causes, quand les gens sont à nos portes, nous devons pouvoir les accueillir dignement. Merci Adrien Cadenins d'avoir été avec nous ce matin, Merci député La France Insoumise du Nord. Très bonne journée Merci. à vous.